Bonjour et bienvenue. Alors, on pense tous connaître un peu l'histoire des vaccins, hein. Une des plus grandes victoires de la médecine, ce triomphe de la science qui nous a sauvés de maladies terribles. Oui, c'est le récit qu'on a tous en tête. Mais que se passerait-il si cette histoire était, disons, incomplète, voire en partie fausse? C'est une question explosive. Et c'est la question que pose le journaliste scientifique Xavier Bazin dans son livre Antivax toi-même. Alors aujourd'hui, le but n'est pas de savoir s'il a raison ou tort, mais plutôt de suivre son enquête pièce par pièce pour comprendre comment il en arrive à parler d'un, je cite, aveuglement massif. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, le livre s'ouvre sur une préface du docteur Michel Delorge-Géril, qui est chercheur au CNRS, et qui donne le ton tout de suite. Il parle de la crise Covid comme d'un événement majeur et de la fulgurante aventure des vaccins anti-Covid avec un regard déjà très critique. D'accord. Donc le projet de Bazin, c'est vraiment de nous inviter à faire un pas de côté par rapport au discours officiel, à cette doxa, quoi. Et il commence fort, en prenant comme point de départ l'actualité la plus brûlante. C'est ça, les vaccins anti-Covid. Oui, ça sert de grande étude de cas dans son livre. Et il ne commence pas avec des stats froides, mais avec des histoires humaines. C'est souvent plus percutant. Ah oui, il ouvre sur les récits d'Anthony, 24 ans, futur médecin, et Maxime, 22 ans. Deux jeunes hommes en pleine forme, décédés brutalement après leur injection. Et à travers eux, j'imagine qu'il pose la question qui fâche. Exactement. À quel moment cesse-t-on de parler de coïncidence pour admettre un effet indésirable grave? C'est le fil rouge du livre. C'est le début de ce qu'il appelle l'échec de la baguette magique vaccinale. J'ai vu qu'il citait cette affiche qui a beaucoup tourné sur les réseaux. Oui, cette image un peu humoristique qui résume les promesses qui diminuent avec le temps. Le vaccin immunise à 95%, puis réduit la transmission, puis juste empêche les formes graves. On s'en souvient tous. Pour Bazin, cette blague, elle illustre une désillusion qui est bien réelle. Et le plus troublant, selon lui, c'est que cet échec était prévisible. Ah, ça c'est un point clé. Prévisible, comment ça? Il s'appuie sur quoi techniquement pour dire ça? Il avance trois raisons principales. La première, c'est la transmission. D'accord. Son argument est assez simple. Un vaccin injecté dans le muscle de l'épaule a très peu de chances de créer une barrière immunitaire efficace dans les muqueuses du nez et de la gorge, là où le virus entre en fait. Logique. Il fait le parallèle avec le vaccin polio injectable qui n'empêche pas le virus de se transmettre par la digestion. D'accord, je vois. Et la deuxième raison? Les variants. Là, son image est assez forte. Il dit que vacciner massivement en pleine circulation du virus avec un produit qui ne cible qu'une toute petite partie du virus, la protéine spike, Oui. c'est comme mettre une pancarte « Seuls les mutants sont les bienvenus ». En gros, on exerce une pression de sélection énorme qui favorise l'émergence des variants qui échappent au vaccin. L'image est parlante, c'est sûr. Et le troisième point qui a été au cœur de tant de débats. L'immunité naturelle. Exactement. Bazin critique violemment ce qu'il considère comme un déni de l'immunité après l'infection. Une immunité qu'il juge plus complète et plus durable. Pour lui, la décision de vacciner des gens qui avaient déjà eu le Covid est une illustration de cet aveuglement. Et ça l'amène à démonter les chiffres officiels sur l'efficacité contre les formes graves. Le fameux 94% de non-vaccinés en réanimation. Comment est-ce qu'il conteste ce chiffre qui a été martelé pour tout? Il pointe des biais méthodologiques qu'il juge énormes. Par exemple, le fait qu'une personne avec une seule dose ou dont la deuxième dose datait de moins de 2 semaines était comptée comme non vaccinée. Ah oui, ça change tout évidemment. Bien sûr, il soutient aussi que les populations n'étaient pas comparables. Les non-vaccinés comptaient peut-être plus de personnes méfiantes vis-à-vis du système de soins en général ou avec d'autres fragilités. D'accord. Donc Bazin dresse un tableau assez sombre de l'épisode Covid. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Pour lui, le Covid n'est pas une exception. Non, c'est le symptôme d'un problème beaucoup plus ancien. C'est le cœur de son livre. Il élargit la perspective pour dire, OK, ce qui s'est passé avec le Covid, ce n'est que la suite logique d'une histoire qu'on nous raconte mal depuis plus d'un siècle. C'est là qu'il en arrive à ces fameux 3 grands mythes vaccinaux. Voilà. Alors allons-y. Le premier mythe, et c'est sans doute le plus choquant, l'idée que ce sont les vaccins qui ont éradiqué les grandes maladies infectieuses. Oui, c'est son argument le plus contre-intuitif. Il prend l'exemple de la variole, la victoire vaccinale par excellence, non? Bah oui, Il déterre un rapport de l'OMS de 1980 qui conclut que l'éradication n'est pas tant due à la vaccination de masse qu'à une stratégie de surveillance endiguement. c'est-à-dire, On identifiait les cas, on isolait et on vaccinait le cercle très rapproché. Il cite aussi le cas historique de la ville de Leicester, en Angleterre, qui a aboli l'obligation vaccinale en 1185 et s'en est mieux sorti que les villes pro-vaccination. et il appuie ça avec des données, j'ai vu passer des graphiques assez spectaculaires dans les sources.
Tout à fait. Il montre des courbes de mortalité pour la rougeole ou la coqueluche en Angleterre, et ce qui est frappant, c'est que 90% de la chute de la mortalité a eu lieu avant l'introduction des vaccins de masse. Ah oui, quand même. Pour Bazin, la conclusion est claire. Les vrais héros de l'histoire, ce ne sont pas les vaccins, mais le tout à l'égout, l'amélioration de l'habitat et surtout une meilleure nutrition. La fin des carences chroniques en vitamine C et D. C'est une réécriture complète de l'histoire de la santé publique. Ça nous amène à son deuxième mythe, l'idée que les vaccins sont fondés sur la science. Ça, c'est une affirmation qui doit faire bondir. Sa critique, elle porte sur la qualité de la preuve scientifique. Il affirme que pour la plupart des vaccins obligatoires, on n'a jamais fait d'essais cliniques comme on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire un groupe vaccin contre un groupe placebo totalement inerte. Voilà, une injection de sérum physiologique par exemple. Selon lui, la science vaccinale reposerait trop sur des études observationnelles qui sont beaucoup plus faciles à biaiser. Et il va même plus loin, il parle d'un risque que les vaccins puissent, paradoxalement, nous fragiliser. Oui, il aborde le concept complexe des anticorps facilitants. L'idée, c'est qu'un vaccin, en stimulant une partie très spécifique de notre immunité, pourrait nous rendre plus vulnérables à d'autres infections. Il cite des études, notamment sur le vaccin contre la grippe, qui suggèrent qu'il pourrait augmenter le risque d'attraper d'autres virus respiratoires. D'accord. C'est un domaine de recherche très pointu, mais il l'utilise pour questionner le dogme de l'innocuité absolue. Ce qui nous amène directement à son troisième et dernier mythe, les vaccins sont sûrs et sans danger. Là, il ouvre plusieurs dossiers brûlants. D'abord, celui de l'aluminium utilisé comme adjuvant dans beaucoup de vaccins. Il s'appuie sur les travaux du professeur Romain Gérardi sur la myofascite à macrophages. Alors, juste pour être sûr que tout le monde suit, en gros, l'idée c'est que chez certaines personnes, l'aluminium resterait stocké des années dans le muscle. C'est ça, au point d'injection. Et le système immunitaire s'attaquerait à ce dépôt, créant une inflammation chronique, des douleurs, une fatigue intense. C'est bien ça? D'accord. Bazin relate ensuite une étude danoise menée en Afrique qu'il qualifie de choc. Elle suggère que le vaccin DTP, donc diphtérie, tétanos, coqueluche, serait associé à une surmortalité infantile chez les filles. Comment ça? Elles meurent moins des maladies ciblées, mais plus d'autres infections. Et pour incarner ce débat, il termine par une anecdote personnelle très touchante sur son oncle, dont le développement se serait arrêté net le soir de son vaccin contre la variole. Une histoire familiale pour illustrer tous ces témoignages de parents qui sont souvent balayés d'un revers de main comme des simples coïncidences. C'est exactement ça. D'accord. Le tableau qu'il dresse est pour le moins troublant, ce qui amène la question logique. Si tout ça est documenté comme il le prétend, comment expliquer un tel aveuglement collectif? Il consacre une grande partie de son livre à ça, non? Ouais, il essaye de démonter la mécanique. Il commence par le corps médical lui-même. Il parle de dissonance cognitive. Le fait que c'est difficile d'admettre qu'on a pu avoir tort. Voilà. Quand on a passé sa vie à faire quelque chose en pensant bien faire, c'est presque impossible psychologiquement. Il utilise l'histoire du docteur Semmelweis, ce médecin traité de fou au XIXe siècle parce qu'il demandait aux chirurgiens de se laver les mains. C'est une analogie très forte. Mais en utilisant cette image, est-ce qu'il ne risque pas de simplifier un peu le débat, en plaçant les héros qui doutent d'un côté et les aveugles qui suivent de l'autre? C'est une critique qu'on pourrait lui faire, c'est vrai. L'analogie est puissante, mais peut-être un peu manichéenne. Ensuite, il vise les autorités de santé. Son exemple phare, c'est le scandale du mercure, le thiomersal, dans les vaccins aux États-Unis. Ah oui? Il raconte une réunion secrète à Simpson Wood en 2000. D'après lui, les autorités auraient pris conscience d'un lien statistique possible avec l'autisme et auraient décidé d'enterrer le dossier pour ne pas alarmer le public. Pour lui, c'est le symbole du problème. Les agences sont jugées parties. Bon, et évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de l'industrie pharmaceutique. C'est un chapitre central, j'imagine. C'est un pilier et son argumentation. Sa thèse, c'est que les vaccins sont devenus un relais de croissance vitale pour une industrie en panne de nouveaux blockbusters. Et il accuse l'industrie de manipuler les essais cliniques. Oui, il prend 2 exemples très détaillés. D'abord le Gardasil, contre le papillomavirus. D'accord? Là, le groupe contrôle n'aurait pas reçu un vrai placebo inerte, mais un adjuvant à l'aluminium, ce qui permettrait de masquer la toxicité de l'adjuvant du vaccin testé. Attends une seconde, ça c'est un point crucial. Un vrai placebo, c'est de l'eau salée, quoi. Là, il compare un vaccin avec adjuvant à un autre produit actif, l'adjuvant seul. C'est exactement l'argument de Bazin. Il mentionne aussi la création d'une catégorie fourre-tout, nouvel événement médical, qui aurait servi à diluer la déclaration d'effets secondaires. Et il fait la même chose pour l'essai Pfizer sur le Covid. Il applique la même grille de lecture, oui. Il affirme que le protocole n'a jamais été conçu pour évaluer la transmission ou les décès.
Et il raconte les cas de Madi Degaré et d'Augusto Roux, des participants aux essais qui ont subi des effets gravissimes qui auraient été, selon ses sources, minimisés voire cachés dans les rapports finaux. L'analyse va donc bien au-delà de l'industrie, ça devient systémique et même géopolitique. Totalement. Il consacre un chapitre entier à l'OMS qu'il décrit comme étant sous l'influence démesurée de la fondation Bill et Melinda Gates, devenue l'un de ses plus gros financeurs privés. Et donc, Pour Bazin, cette fondation, via des organisations comme Gavi, oriente la santé mondiale vers des solutions technologiques et vaccinales, au détriment d'approches plus fondamentales. et puis, il y a cette hypothèse encore plus surprenante sur la biodéfense. On passe de la santé publique à la stratégie militaire. C'est un sacré saut. C'est une de ses thèses les plus audacieuses. Il suggère que la recherche sur les vaccins à ARN messager est avant tout un enjeu stratégique militaire. Pour répondre à une attaque bioterroriste? Voilà. L'idée serait de pouvoir produire un vaccin en quelques semaines. Selon lui, ça expliquerait pourquoi l'armée américaine était aux commandes de l'opération Warp Speed et pourquoi l'hésitation vaccinale a été traitée non pas comme un débat de santé, mais comme un problème de sécurité nationale. Et le dernier rouage de la machine, celui qui fabrique le consensus, ce serait les médias? Oui, là, il est très sévère. Il explique la fabrication de ce consensus médiatique par 3 facteurs. D'abord, la dépendance des grands médias à l'État ou à une poignée de milliardaires. Ensuite, le rôle des agences de presse comme l'AFP qui fournissent des dépêches clés en main reprises partout. Et enfin, des initiatives comme la Trusted News Initiative ou TNI. Donc, si je comprends bien l'argument de Bazin sur la TMI, ça veut dire que, pendant la crise, les plus grands médias du monde se sont mis d'accord pour dire « voici la vérité officielle et tout ce qui s'en écarte est de la désinformation à supprimer ». C'est ça. Il ne parle pas d'une conspiration, mais plutôt d'une sorte de cartel de l'information qui a de fait tué le débat contradictoire dans l'œuf. Pour lui, cet ensemble de facteurs, médical, institutionnel, industriel, géopolitique et médiatique, a créé une bulle imperméable à la critique. En résumé, le livre de Xavier Bazin est un plaidoyer pour le retour de l'esprit critique. Le but, c'est pas de tout jeter, mais de pouvoir enfin avoir un débat apaisé sur le rapport bénéfice-risque de chaque vaccin pour chaque personne. C'est ça. Et il finit par proposer 3 principes pour guider la réflexion. Oui, une sorte de triptyque pour conclure. Premièrement, la prudence. Dans le doute, s'abstenir. Surtout pour les enfants en bonne santé. Deuxièmement, la liberté. Sortir des logiques d'obligation vaccinale pour revenir au consentement éclairé. Et le 3e? L'équilibre. Arrêter de tout miser sur le vaccin et revaloriser les autres piliers de la santé. L'hygiène, la nutrition, le renforcement de notre immunité. C'est un programme ambitieux. Le livre est dense et il remet en cause beaucoup de certitudes. Et pour laisser une dernière interrogation, il termine par une pensée presque provocatrice. Il évoque le silence assourdissant autour de l'efficacité prouvée de la vitamine D dans la prévention des infections respiratoires, y compris la Covid-19. Une solution simple et peu coûteuse. Exactement, soutenue par une montagne d'études. Et ça soulève une question fondamentale qu'il laisse ouverte. Si des solutions préventives, efficaces et accessibles sont systématiquement ignorées au profit d'une seule approche technologique, complexe et extrêmement coûteuse, qu'est-ce que cela nous révèle sur les véritables priorités de notre système de santé ?